Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast d'Élévation Jeune. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode en compagnie de Mathis Gauthier, qui est CEO de Harlequin Invest. Salut Mathis. Salut Thibaut, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets, de plusieurs thématiques. J'ai changé un petit peu le format. On va être plus sur une discussion ensemble avec Mathis. On va parler d'entrepreneuriat pendant enfin, entrepreneuriat en étant déjà assez jeune, puisqu'il a commencé dès 18 ans. Et puis aussi, on va parler un peu de sa société Harlequin Invest, comment elle a été montée et puis comment il a réussi à se différencier, en tout cas, des différentes entreprises de brokers dans le trading et dans l'investissement. Déjà, Mathis, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes. Je m'appelle Mathis Gauthier, j'ai 20 ans. J'ai monté Harlequin effectivement il y a 2 ans aujourd'hui. Et puis, ça fait 2 ans que je suis CEO et que j'essaie de développer ce business-là. Donc très rapidement, j'ai pas fait forcément d'études, j'ai pas de, j'ai pas de cursus scolaire, j'ai pas un cursus très classique. J'ai passé quelques concours de conseiller en investissement financier et puis de législation financière, mais c'était plus pour la crédibilité, et puis j'ai envie de dire pour le plaisir. Et puis voilà, j'ai monté Harlequin très jeune, et aujourd'hui, ça fait 2 ans que je développe ce business-là. Donc voilà, on va pouvoir en parler ensemble. D'accord. Ok. Donc du coup, en fait, ce qui t'est arrivé, c'est que tu es arrivé à la fin du lycée et tu t'es dit, je vais me lancer. Tu avais déjà cette idée en tête avant 18 ans? Ouais, bah moi, je suis, on va dire, un peu passionné par les marchés, par le trading depuis très jeune. J'ai commencé à trader très jeune, à 12 ans. Je Ah passais ouais. déjà des ordres. J'étais chez différents brokers. Je comparais un petit peu ce qui se faisait. Et puis, en fait, j'ai été assez vite dans cette communauté d'investisseurs actifs. Et je me suis rendu compte à l'adolescence, donc j'ai fait plein de choses. J'ai monté des comptes Insta où je partageais des trades, je partageais des analyses. J'avais des gens qui me demandaient des conseils, etc., etc. Personne ne savait qu'en fait j'avais 15 ans, mais je gérais des comptes. Et j'adorais ça. Enfin, je faisais que ça en fait. J'étais pas trop en cours. Enfin bon. Euh, et puis je me suis assez vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'offre aujourd'hui. Il n'y avait pas d'intermédiaire qui arrivait à satisfaire vraiment la demande des investisseurs actifs sur le marché. Et j'ai voulu, ouais, effectivement, enfin, j'ai eu cette idée assez jeune au lycée qui a commencé à germer de créer un intermédiaire de rêve, un broker et un établissement financier qui soit vraiment basé sur les nouvelles technos qui existent et qui permettent des choses absolument incroyables par rapport à ce qui existe dans le monde traditionnel, hein. Et donc j'ai eu cette idée qui a commencé à germer, puis tout de suite, j'ai commencé à entreprendre dès que j'ai eu 18 ans, en fait. Ok. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on va pouvoir parler un peu aussi du Web3 à la fin enfin, durant notre conversation. Moi, il y a un truc qui m'a interpellé quand tu parlais là, que tu as commencé vers 15 ans. Moi, je me rappelle quand j'avais 15 ans, tu vois, j'étais en train de jouer aux jeux vidéo ou, enfin, tu vois, à déconner avec mes copains, à sortir dans les rues, tu vois, aller Non, mais je au faisais, parc ou des choses comme ça. Et toi, comment t'arrives du coup enfin, comment déjà aussi tes copains, enfin, tes amis à l'époque, ils t'ont vu, etc. J'imagine que ça devait être assez, bah, pas évident peut-être pour toi. Non, mais en fait, je suis pas un extraterrestre, je faisais ça aussi, hein, je sortais, hein, je suis pas un geek qui est resté tout le temps dans ma chambre à regarder le CAC 40, hein, non plus, faut pas déconner. Mais effectivement, disons qu'au lieu de jouer aux jeux vidéo, je passais tout mon temps à faire ça parce que c'était mon jeu à moi, hein, donc de trader, de faire. J'ai jamais été un très bon trader, hein, j'ai jamais été un super bon investisseur, mais par contre, Ouais. j'adorais animer les choses, créer, voilà, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire créer des petites communautés où on s'entraide, où on se partage des choses. Et en fait, voilà, j'essayais les choses, je testais des stratégies de trading. C'était vraiment mon jeu, en fait. Et je faisais ça tout le temps. Bah, après, comme on me voyait, bah, Ok. moi, au début, on m'appelait la bourse. euh, Ah au ouais. lycée. Ok. Mais ça me posait absolument pas de problème, hein. J'ai toujours assumé. Ah, c'est marrant maintenant. Tu le dis. Mais aujourd'hui, ouais. Mais, Ok. et puis effectivement, il y avait peu de gens à cet âge-là qui s'intéressaient à ça.
Ils s'intéressaient plutôt aux paris sportifs et à tous ces trucs à la con, mais moi je me foutais, on se moquait un peu Carrément. mutuellement, mais au final, je pense que mon truc était quand même plus intéressant. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui changent d'avis. Non, mais C'est voilà, sûr. j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose à faire, même à ce moment-là, chez les jeunes, avec la finance. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on essaye de lancer avec Harlequin. Ok. Et comment t'as été initié en fait à ça? Bah, tu disais que tu avais fait ton trade à partir de tes 12 ans. Enfin, c'est tes parents Ouais. qui t'ont montré. Non, non, non. T'as découvert ça sur Internet en recherchant sur YouTube ou Ouais. comment ça a apparu en fait chez toi? Bah, mes parents, non, ils sont pas du tout de ce milieu-là, donc ils m'ont rien montré du tout. Euh, En fait, je pense que le tout premier, la vraie histoire, je l'ai jamais racontée, mais si tu veux, je te la raconte Ah en bah privé. voilà, Et genre, vas-y. la vraie histoire, c'est que très très jeune, je pense vers 10-11 ans, un truc comme ça, j'avais besoin de sous pour m'acheter un truc. Je sais pas, j'avais un rêve, mais je sais pas, n'importe quoi, un jeu à la con, enfin un truc. Voilà, je voulais m'acheter un truc avec 50 balles, j'avais pas 50 balles, machin, un peu tout. Donc j'ai tapé, j'ai tapé sur internet comment gagner de l'argent et j'ai entendu parler D'accord. de trading. Donc je suis tombé sur toutes les arnaques au monde. En fait, j'ai fait le parcours de Ah bah ouais. n'importe quel client de toutes ces arnaques-là. Et à l'époque, c'était vraiment encore beaucoup plus développé qu'aujourd'hui. À l'époque, il y avait des sociétés de comment ça s'appelle, de MLM, ouais, de MLM, je crois, de marketing de réseau, qui te parlaient de trading et qui te vendaient du rêve, un peu ce qui existe aujourd'hui avec Salut à toi, jeune entrepreneur, hein. C'était un peu ça. Et qui te parlait de Ouais. trading. Et moi, je suis tombé là-dedans. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent croire à ça, quoi? C'est pas possible. Euh, ils sont vraiment trop cons. Et en fait, j'ai un peu tout essayé. J'ai essayé plein de brokers pourris. En fait, je me suis intéressé. Je suis vraiment tombé dans cette curiosité. Je me suis dit, Ouais. qu'est-ce que la vérité? Parce doit bien y avoir un fond où il y a des gens qui gagnent de l'argent en investissant. Il doit bien y avoir un truc vrai. Mais qu'est-ce que la vérité? Comment on dissocie le mensonge du réel? Et T'avais déjà une comment belle on lance maturité à ainsi? l'époque du coup pour avoir cette réflexion. Pour avoir cette Non, réflexion, tu devais déjà avoir c'est pas la bonne maturité, maturité peut-être. je pense que c'est juste que moi j'ai été élevé comme ça où il y a rien qui vient par magie, il y a pas Ok. d'argent magique, enfin je veux dire, Ouais. c'était voilà, il y a pas de réflexion profonde derrière, hein, c'est juste je me disais voilà, mais qu'est-ce qui est vrai quoi? C'est ça qui m'a toujours intéressé. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord. Et donc j'ai commencé à bah, j'ai demandé qu'on m'achète des bouquins. Mes parents m'ont acheté des bouquins sur la finance, etc. Et j'ai commencé à apprendre et à me former et je suis tombé vraiment j'ai vraiment été passionné par ce monde financier et puis par le monde économique global, parce que la finance est la clé de voûte du système économique dans lequel on est. Je me suis rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de failles, beaucoup de problèmes, beaucoup de défauts aujourd'hui, qu'il y avait énormément de choses à régler et que je pouvais essayer de contribuer à régler les choses. Donc voilà, Ouais. notamment la transparence Mais c'était pas dur pour toi. des investissements. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, je dis Ok. notamment le Mais manque de c'était pas dur transparence pour dans toi les justement investissements. ce décalage entre justement ce que tu étudiais toi de ton côté bah, sur ton téléphone ou dans tes bouquins, et puis tes cours au collège et au lycée, j'imagine que c'était pas forcément facile de suivre. Enfin, tu devais peut-être t'ennuyer en cours ou tu te sentais peut-être pas forcément à ta place, quoi. J'imagine. Hein, moi, j'ai toujours détesté l'école, hein. Mais si on en parle, je vais faire une vraie satire de l'éducation nationale, hein. Ça va être. Je sais pas si c'est trop le sujet, hein, mais c'est D'accord. l'enfer pour moi, l'école, Ok. hein. Vraiment. Bref. Ouais. Ouais. Bon, on va plus parler alors du coup d'entrepreneuriat alors. Du coup, toi, Ouais. comment tu définirais les qualités qu'il faut avoir pour se lancer, vu que tu as déjà un petit peu d'expérience dans l'entrepreneuriat? Les qualités, je sais pas. En fait, je pense qu'il y a pas vraiment de qualité à avoir ou pas. Après, moi, je suis personne hein, pour donner des conseils, hein. Je suis pas, je suis pas encore milliardaire, hein. Donc je fais un petit disclaimer sur, voilà, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense que l'entrepreneuriat est quelque chose qui, euh, qui nécessite ni de qualité ni de défaut, mais je pense que c'est quelque chose d'assez naturel pour les gens rebelles. Enfin, c'est vraiment fait pour les gens qui sont rebelles déjà, qui ont quelque chose à montrer, qui ont quelque chose
à changer. Non, mais voilà, dans le système, moi, c'est Ok. mon cas, hein. Je pense qu'il y a quelque chose à changer et je suis très en opposition sur beaucoup de choses qui se font. Et je pense que ça, c'est pas vraiment une qualité. Faut avoir une rage profonde, enfin, en soi, une envie assez profonde. Ça peut être de plein de choses, soit de vouloir devenir riche, soit vouloir faire je sais pas quoi. Bon, chacun a sa motivation, mais il faut que ça soit quelque chose de vraiment profond suffisamment qu'on soit prêt à sacrifier tout le reste pour ça, en fait. C'est ça l'enjeu. Ouais. Et donc, pour moi, il n'y a pas de qualité ou pas de défaut. Il y a plein de profils d'entrepreneurs qui réussissent, plein de profils qui réussissent pas. Et pour moi, ce qui est peut-être le point commun entre tous ceux qui réussissent, c'est voilà, ils ont tous une certaine folie. Ils sont tous prêts à sacrifier beaucoup plus que les autres dans leur domaine sans réfléchir, enfin, sans faire de Ouais. calcul, en fait. Et c'est ça qui est. Et je pense qu'au final, D'accord. ça résume bien le truc. C'est assez général ce que je dis, hein, mais voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une autre vision. On a déjà eu sur le podcast des visions un peu différentes, mais c'est bien aussi d'avoir plusieurs profils et je pense que c'est vrai que c'est aussi important d'avoir quelque chose à donner en échange de la réussite, quoi. Je veux dire, la réussite, elle tombe pas toute seule. C'est soit du travail, c'est soit une détermination, soit un état d'esprit. Je pense qu'il y a quand même des choses à avoir. C'est un tout, comme tu dis. Ouais. Moi, je voulais rebondir aussi sur le fait que quand tu sors du lycée, dans quel état d'esprit tu es pour te dire, OK, maintenant, je vais être entrepreneur. C'est-à-dire que bah, tu n'as pas d'emploi, du coup, tu n'as pas d'expérience d'études supérieures. J'imagine que c'était pas forcément facile au début de te lancer, même si tu avais appris plein mal de choses dans les livres, tu as toujours la théorie contre la pratique. Ouais, après, j'ai jamais appris l'entrepreneuriat, hein. Enfin, j'ai appris la finance, enfin la finance, les théories Ouais, financières et les hypothèses qui sont aujourd'hui utilisées dans le monde financier. Après, bah, dans quel état d'esprit je suis un peu perdu quand même parce que moi, je veux monter ce projet. Évidemment, tout le monde veut que je fasse une école de commerce, donc je m'inscris dans une école de ouais, commerce qui est complètement pourrie. j'imagine. Voilà, j'arrive dedans. Je suis allé dans celle-ci parce que je vais pas la citer parce qu'ils vont prendre cher, mais je m'inscris dedans, je paye l'entrée, donc je fais un crédit pour payer l'entrée, pour payer la première année. Euh, Ah, ça coûte super cher, hein. J'y vais, voilà, ça coûte 12 000 balles, je crois, je sais pas, l'année, hein. J'y vais parce qu'il y a un incubateur et je pense que je vais pouvoir rencontrer des gens intéressants, expérimenter grâce à l'incubateur et faire grandir mon projet, etc., lever des fonds, enfin bref, le rêve de base. Euh, En fait, l'incubateur, c'est une pièce de 10 mètres carrés dans lesquels ils te disent va bosser, va bosser ici si tu veux créer une boîte. Donc, ok, Ah ouais. super. Après, non, mais enfin, bref, enfin, tout était pourri, quoi. Donc, c'était à Lyon. Je citerai pas. D'accord. Mais c'était assez décevant. Donc, moi, bah, je vais pas en cours. Enfin, je fais ce que je fais d'habitude. Et puis, je vais à ce moment-là, parce que j'ai 18 ans, je vais chercher de l'argent. Bon, ça marche pas. Et des gens, surtout, ça marche mieux, qui Ouais. ont une certaine expérience et qui vont pouvoir m'aider à développer mon projet. Voilà, donc j'ai pas mal galéré au début, et puis après, finalement, j'ai créé une équipe et j'ai créé la boîte en une semaine. Enfin, peut-être que je vais te laisser poser des questions. Je vais pas partir Ouais. sur l'histoire pendant des heures, Ouais. mais Bah, on arrive sur la partie. Non, mais tu peux ouais, continuer, du coup, on va arriver sur la ouais. partie bah, comment tu as créé, comment ça s'est passé la création. Yes, bah, moi, pendant 3 4 mois, j'ai vraiment galéré à trouver des bonnes personnes parce que je suis tombé sur beaucoup de tocards de base. Ouais, je vais t'aider, mais bon, ouais, ok. Ou enfin Mm. plein de trucs comme ça. Donc, au début, voilà, je suis resté tout seul. J'étais pas non plus, je me suis pas non plus précipité. Dans le même temps, bon, au début, comment dire, le saut dans l'entrepreneuriat et j'arrête l'école parce que je vais faire que ça se passait pas très 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 bien d'un point de vue familial, d'un point de vue personnel. C'était Ouais, évidemment j'imagine. compliqué.
à gérer, surtout que j'avais pas du tout d'argent, donc il fallait que je sois subventionné entre guillemets par mes parents, donc c'était pas très compliqué à gérer. Et un jour, j'ai rencontré Patrick, qui est qui est la première personne qui m'a vraiment fait confiance et qui était et puis en qui j'avais confiance parce que c'était un profil incroyable. En fait, à l'époque, j'envoyais des tonnes de spam sur LinkedIn avec Salut, j'ai un projet, voici un PowerPoint où tu vas voir 2 slides sur un projet. Est-ce que tu veux bosser avec moi? Enfin, un truc pourri. Et pour les rares qui me répondaient, je les appelais au téléphone et souvent j'arrivais à les convaincre. Mais en fait, finalement, ils n'étaient pas. Enfin, il fallait des gens compétents. Donc, Ouais. ça a mis du temps. Et un jour, je suis tombé sur Patrick qui et directeur des opérations, enfin qui a un poste très très important dans une des plus grosses sociétés de gestion françaises, mais je n'ai pas le droit de dire laquelle. De toute façon, ça apporte pas grand-chose. Et puis, tout de suite, ça a été un espèce Enfin, ça s'est très très bien passé en fait. Voilà, on a passé 2 heures au téléphone la première fois. J'ai expliqué mon constat, mon projet. J'ai expliqué que je voulais révolutionner la façon dont les particuliers géraient leurs finances personnelles, hein. C'était vraiment le constat, la vision de base et que ça devait changer. Et donc, il a tout de suite adhéré, et puis il a mis un petit peu d'argent, et surtout, il m'a présenté beaucoup de gens qui m'ont entouré assez vite. Et en fait, en une semaine, j'ai créé la boîte avec mes 50 000 euros, 50 premiers 1000 euros. Donc, j'ai mis tout mon crédit étudiant dedans, plus l'argent de Patrick et de quelques autres actionnaires qui avaient mis des tout petits tickets. Et donc, j'ai créé la boîte en une semaine en disant go, on y va, quoi. Donc Patrick m'a présenté tous les actionnaires qui ont mis un peu de sous. J'avais 7 actionnaires vraiment professionnels et qui avaient beaucoup d'expérience, hein, qui avaient entre 35 et 55 ans dans leur domaine et qui étaient tous experts dans leur domaine, donc dans le juridique, dans le conseil en gestion de patrimoine, enfin plein de choses. Et je suis parti. Donc, je me suis fait accompagner à plein temps. Donc là, je me suis mis à plein temps, j'ai arrêté l'école, etc., etc. Enfin, voilà. Je me suis Ouais. fait accompagner par Boris, que m'a présenté Patrick, qui est aujourd'hui directeur général chez nous et qui est euh, très expérimenté, pas du tout le même profil que moi, qui a 55 ans, enfin 53 ans, pardon. J'espère qu'il va pas voir le podcast, sinon il va me tuer, mais c'est pas grave. Et Vous êtes puis, complémentaires au moins. Entre expérience et jeunesse aussi, ça peut être oui, non, mais c'est toujours un exactement. truc. Non, mais je disais ça par rapport à l'âge. Je vais rajouter 2 ans, je crois. Mais bon, peu importe. Ouais, Et, ouais. et donc, et lui, il était ancien PDG d'une holding de société de gestion, donc vraiment dans le milieu, mais milieu un peu plus dur, un peu plus requin, Ok. quoi, un peu plus solide. Et donc, voilà, on a démarré ensemble, donc à Lyon. Et puis, on a connu énormément de galères et de problématiques. Donc, le premier truc, notre première mission, c'était de s'entourer de tech parce qu'on n'avait pas de profil tech en fait. Donc, on était là avec un Ouais. projet, mais on n'avait pas la base du truc. Donc, Des on a développeurs rencontré. peut-être aussi. Bah, oui, mais déjà un CTO en fait, hein. Enfin voilà. Donc, au début, on a pris des Ouais. développeurs sans CTO, ce qui était une énorme connerie. Enfin, on a fait plein de conneries. On a fait toutes les conneries du monde Bah, possible et inimaginable. quand tu commences, c'est pas toujours. Je pense que c'est Voilà. jamais Non, mais évident de là, faire tout parfaitement. Tu peux pas faire tout parfaitement. ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ça fait 2 ans qu'on s'est lancé. Pendant un an, on a fait que. Enfin, on a tout fait à l'envers, en fait. On a fait toutes les conneries qui étaient possibles et imaginables quand tu démarres, quand tu crées une boîte. Vraiment. Donc, on a perdu un an, mais c'est pas grave, hein, parce qu'il fallait Ouais. apprendre. Mais on a fait C'est ça. tout. Voilà, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc on a pris des stagiaires, on a fait, enfin bref, tous les trucs qui servent à rien, quoi. Enfin, on a pris des cabinets d'avocats alors qu'on n'avait pas besoin de cabinets d'avocats. On a pris des matchs. Enfin bref, peu importe. On a vraiment fait n'importe quoi. Et en fait, par contre, là où on a, là où on a avancé, c'est on a rencontré beaucoup de développeurs pour s'associer avec nous. Et on a trouvé beaucoup de tocards aussi, enfin, quand je dis tocards, ça regroupe tous les gens qui ne veulent pas que du bien, quoi, mais bon, bref. Donc, ça, pour le coup, là où on est bon, c'est qu'on a quand même,
on prend pas de risque en fait, hein. Là, moi, je prends vraiment à cœur de ne pas prendre de risque là-dessus. Dès qu'il y a un doute sur la moindre personne, surtout au lancement d'un projet, ça va, C'est ça. une mauvaise personne va tout faire capoter. Donc dès qu'il y a le moindre doute, on prend pas, enfin, on travaille pas. Et on a rencontré au bout d'un moment et donc on a fait une visio avec ce profil tech en question. Il travaillait à New York à l'époque. Je lui ai vendu le projet comme un n'importe qui. Et puis il a complètement adhéré en fait. Il m'a dit, enfin il était complètement, enfin comme toutes les personnes qui nous ont rejointes, hein, la première, Ouais. la base du truc, c'est d'être en phase avec le constat et d'être en accord avec la vision Motivé. et l'ambition du projet. Voilà, exactement, on est tous très ambitieux. Et donc, il m'a dit, bon, bah, donnez-moi l'adresse, j'arrive. Le gars était à New York, donc Ah mais ouais, 2 jours carrément. après, il est venu, enfin, il était dans nos bureaux à Lyon. Et donc, on s'est rendu compte de sa, enfin voilà, de la motivation. Et puis, il nous a dit qu'il était déterminé à créer le Robinhood européen, enfin un nouveau Robinhood parce qu'il y avait plein de problèmes chez Robinhood. Robinhood, c'est le plus gros courtier américain. C'est la référence parce qu'ils se sont Ok. créés il y a vraiment quelques années. Ils se sont introduits en bourse à 76 milliards de dollars de valo. Donc, c'est quand même une belle Ah ouais, réussite. d'accord. Et, et on pense qu'on peut faire mieux. Je parle pas de valo, hein, mais je parle en termes de produits et C'est commercial. ambition, c'est Et ambitieux en tout cas. voilà, voilà, voilà. Et donc, il m'a dit, bah, je vous rejoins. Il nous a dit, je vous rejoins. Et donc, quelques mois après, il nous a rejoint. Donc, lui, non, dans son expérience, bon, déjà, profil super école et tout, machin, comme beaucoup, à part moi, mais comme beaucoup de gens compétents, on va dire. Non, mais d'autres, hein, bien sûr, il peut pas forcément besoin de faire une super école pour être compétent, mais il était CTO de la BNP Investment Banking. Enfin, il gérait l'équipe dev à New York sur toute la partie banque d'investissement. Et du coup, il nous a apporté toute son expertise en exécution d'ordre et en tout ce qui est D'accord. système de passage d'ordre, en fait. Et c'est notre métier en fait, hein, Ok. mais Ouais. surtout en termes d'infrastructure bancaire, de protocole bancaire, de protocole sécurisé, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des systèmes d'une robustesse enfin inédite parce qu'on utilise des nouvelles technos que les banques n'utilisent pas, mais enfin complètement absolue parce qu'on lit vraiment ce qui se fait aujourd'hui en termes de concept dans le milieu bancaire et ce qu'on fait avec les nouvelles technos. Enfin bref. Et donc, il nous a rejoints et, on a créé une petite équipe dev autour de lui. Et dans le même temps, on a cherché, bon, c'est là on a commencé à devenir efficace parce que, en fait, pour la petite Ouais, histoire, sur le concept de base, on avait voulu être un acteur traditionnel, créer un acteur traditionnel, ce qui n'avait pas vraiment de sens en fait. d'accord. Mais Ah on ouais. ne maîtrise pas ces technos Web3. C'est plutôt, enfin, c'est vraiment Philippe qui les a On en apportés. reparlera, ça, Web3, ça faut qu'on en parle. Voilà, Faut qu'on en parle. on va en parler, on va en parler. Mais du coup, avant, on voulait faire un acteur traditionnel. En fait, on s'est fait complètement mener en bateau par les autorités qui nous ont fait perdre un an en fait à monter des dossiers pas possibles pour à la fin nous accepter toutes nos procédures de conformité Ouais. et nous dire en fait, il vous manque 500 000 balles de fonds propres alors qu'on avait que 250 000 euros de fonds propres. Ah ouais. Enfin bref. Bon, bref. Oui, donc très rapidement, à la fin, enfin, il y a environ un an, c'est le moment où Philippe nous a rejoints, donc notre CTO, où on a constitué l'équipe autour et où on a levé en gros 150 000 euros, donc très peu, mais enfin très peu dans le milieu. C'est déjà Et bien puis maintenant, pour commencer. on a levé un tout petit peu plus. Mais ça nous suffisait pour prendre des devs et créer le produit. Donc on voulait pas forcément être plus ambitieux tant qu'on n'avait pas un produit viable. Et donc c'est ce qu'on a fait. On a travaillé là, depuis un an sur la création du produit et ça a été encore beaucoup de problèmes et beaucoup de complexité, mais on a abouti à quelque chose et on est en train de vraiment développer quelque chose de très sympa. Ouais. Donc, voilà.
Ouais, non, mais c'est un beau parcours parce que c'était long, mais au moins on a vraiment compris toutes les étapes de ton parcours et comment t'en es arrivé là. On voit que c'est quand même un chemin semé d'embûches quand même. Il y a pas que des, c'est pas linéaire et on ne monte pas comme ça du jour au lendemain. Donc ça montre aussi que c'est pas toujours facile, en tout cas, de monter sa première boîte, en tout cas déjà. Du coup, je voulais parler un peu de Web3 parce que c'était aussi Hmm. c'est un sujet qui est vraiment très lié aussi à Harlequin. Moi, j'ai cru comprendre du coup que ta boîte, elle était basée sur, enfin, ton broker était basé sur une blockchain. Est-ce que c'est ça du coup exactement? Et toi, comment t'en es arrivé du coup à découvrir aussi la blockchain? Parce que moi, voilà, ça fait depuis 5-6 mois que j'investis en crypto. Donc j'ai commencé à apprendre pas mal. Disons que je commence à avoir des bonnes connaissances sur tout ce qui est blockchain, Web3, etc. Je suis ça assez régulièrement. Toi, comment t'en es arrivé à connaître ce milieu-là et ensuite à te baser là-dessus pour fonder ta boîte? Alors déjà, on n'est pas basé sur une blockchain, parce que tout est centralisé D'accord. et chez nous, tout est géré par Arlequin. En fait, ce qu'on fait, c'est que on tokenise des portefeuilles d'actifs. C'est-à-dire qu'on a créé un système pré-bancaire, en fait, c'est-à-dire avant les marchés financiers réels, avant les marchés monétaires. On a recréé une infrastructure bancaire, mais en argent virtuel, c'est-à-dire en crypto-monnaie. Donc, pour ça, comment ça se passe? C'est quand tu crées un compte chez Arlequin, tu ouvres un wallet sécurisé dans notre infrastructure, sur lequel tu vas pouvoir acheter des stablecoins, uniquement des stablecoins, qui sont hedgés avec des monnaies traditionnelles. Donc, stablecoin euro, Oui, donc de stablecoin dollar. l'USDT, de l'USDC, du. Non, Ok. oui, mais non, parce que c'est nos stablecoins à nous Ah, qu'on d'accord. émet. D'accord. C'est pas avec de l'USDT, etc., etc. Sinon, on ne pourrait pas accéder au Ok. marché financier. Enfin, ça serait pas centré. Il faut qu'on ait on a la main. Donc, c'est un stablecoin arlequin, euro, dollar, yen. Bon, pour l'instant, il n'y a que euro, dollar, mais à terme, on pourra en créer autant qu'on veut, hein, vraiment sur n'importe quelle monnaie. Et en fait, Hmm. euh, par exemple, si tu déposes 1000 euros, tu achètes 1000 stablecoins euros. Donc, tu vas avoir 1000 stablecoins euros sur ton compte. Et derrière, tes 1000 euros que tu as déposés, ils vont être dans un compte ségrégué qui est à toi, dans une banque, dans un établissement bancaire classique comme la BNP, ou enfin, en l'occurrence, on travaille beaucoup avec la BNP, mais ça peut être n'importe quel établissement bancaire. Et ça va permettre de garantir la valeur de tes stablecoins. De faire en sorte que un stablecoin va être toujours en euros, parce qu'il y a toujours la même somme, en fait, comme un stablecoin Ouais. classique, hein, c'est un stablecoin, en fait. Euh, Ouais. voilà. Sauf que avant la banque et les marchés financiers réels, tu as notre infrastructure qui est connectée en virtuel, enfin en monnaie, en monnaie virtuelle, à toutes les bourses et tous les produits financiers qu'on propose. L'avantage de ça, c'est qu'on peut, en se connectant à une seule institution financière qui fait Hmm. le livrement, pardon, la livraison, le règlement de livraison des titres. Vas-y. Désolé, c'est le soir. Le règlement de livraison des titres, on peut se C'est connecter à ça. n'importe quel exécuteur sur les marchés financiers, à n'importe quelle place de marché. Donc c'est comme ça que nous, on propose aussi Hmm. bien n'importe quelle valeur américaine, des actions, des ETF, des OPC, des options sur un indice américain. On propose vraiment tout ce qui est disponible sur les marchés, qu'européenne, que sur Euronext Lisbonne, sur Euronext Dublin, etc., etc., ou évidemment Paris, hein, mais voilà. Ou bien des Ok. cryptos. Ou bien des cryptos. En fait, ça nous permet Ouais, vraiment de donc c'est tout vraiment ouais, chez nous. de Voilà. faire tout Et tout d'un coup, quoi. Tout sur un même exactement. portefeuille, en fait. Exa- ou plusieurs portefeuilles. Mais l'avantage, c'est que comme notre système bancaire, entre guillemets, à nous, il est basé sur des crypto-monnaies, des stablecoins, il n'est pas connecté directement au marché réel, il est connecté indirectement. Ça coûte aucune ressource de, par exemple, créer des différents comptes. Donc, tu peux créer chez nous, tu vas pouvoir créer un compte D'accord. long terme, un compte court terme, un compte trading crypto. Parce que j'imagine que chez toi, bah, voilà, à la BNP, tu as un livret d'épargne, je sais pas quoi, qui te fait un rendement pourri. Bah, Hmm. tu viens plutôt acheter des ETF chez nous.
tu auras un rendement bien plus intéressant en prenant le même niveau de risque si tu gères un petit peu, ou tu as un portefeuille d'actions. Bah, chez nous, évidemment, ça sera moins cher que dans ta banque traditionnelle ou chez beaucoup de brokers, etc. etc. Donc là, pour l'instant, on est connecté vraiment à l'ensemble des marchés européens et américains et crypto. Et on a vraiment pour ambition de se connecter également au marché asiatique et au marché émergent. Ok. Donc, voilà. Mais ça nous permet vraiment de le faire à moindre coût. Et en plus, Ouais. ça nous permet également de fournir des données de marché en temps réel sur tous les actifs qu'on propose gratuitement à nos clients, parce que ça nous coûte le même coût. Et puis, on peut, grâce à ce système-là, mutualiser les transactions pour envoyer un minimum de données financières au marché financier réel, et c'est ça qui nous coûte des sous. Et donc, ça nous permet de diviser vraiment les frais pour les clients. Donc, c'est ça qui est Ouais. important. Ensuite, toutes les innovations d'Arlequin, tout ce qui va être asset management, financement, garantie en token, etc., tout est possible, tout est rendu possible grâce à cette technologie-là. Pour le client, c'est assez transparent. Sur la plateforme aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose, à part que les frais sont un peu plus bas, et puis qu'ils puissent créer différents portefeuilles, etc., assez facilement. Mais ce qui change, c'est vraiment au niveau des innovations technologiques dû à ce système-là. Ok. Et donc, toi, comment tu as découvert le Web3 alors? Bah, moi, j'ai commencé, bah, je me suis mis à trader sur les cryptos il y a quelques années. Je sais pas, genre, je pense que j'ai tradé sur le D'accord. Bitcoin. Il y a, ouais, non, mais j'ai pris très cher, hein. Enfin, il faut pas. C'est pas parce que moi, je Ah ouais? vendais. Moi, C'est vrai? j'ai toujours vendu. Ouais, non, non, mais Ah ouais. je t'ai dit, je suis pas un très bon. T'aurais Je dû suis pas un- attendre l'année dernière. Ouais, je sais, je sais. Non, non, mais donc, non, non, je suis pas du tout devenu riche avec les cryptos, mais j'ai commencé à trader assez vite dessus. Je sais pas, je saurais pas dire exactement quand, peut-être en 2015-16, parce que il y avait énormément de volatilité sur ces actifs et il y en a toujours, mais encore à l'époque, je pense que c'était Hmm. peut-être pire. C'était pire, c'est sûr que c'était pire. Et donc c'était génial pour jouer avec 50 balles et les faire bouffer en 5 minutes. Euh, donc non, non, mais c'était Tu disais génial. que c'était mieux que les paris sportifs quand même. Ah, c'est mieux que les paris sportifs Oui, quand même. oui, oui, non, non, mais non, mais Maintenant, c'est mieux, largement. oui, oui, non, mais intellectuellement, c'est mieux de toute façon, même si tu perds de l'argent. Mais Ah, bon. c'est sûr. Euh, Non, mais après, tu peux aussi faire n'importe quoi. Tu peux te trader comme si tu étais au casino, hein. Donc, C'est clair. voilà. Mais non, j'ai découvert assez vite. Après, les technos qu'il y a derrière, je ne me suis pas forcément intéressé au début. Et je m'y suis vraiment intéressé l'année dernière quand déjà il y a eu un énorme boom, évidemment, sur les marchés. Et Bull Run, ouais. que voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des choses à faire. Et on a eu cette réflexion-là avec Philippe quand il est arrivé, c'est que, ok, clairement, on avait un sujet de financement et on avait un sujet réglementaire. En gros, avec une plateforme classique traditionnelle, on ne pouvait pas avoir notre agrément tant qu'on n'avait pas 500 000 euros. Et tant qu'on n'avait pas une plateforme de live, personne ne nous donnerait 500 000 euros. Donc avec ça, voilà, tu fais quoi? Hmm. Donc on s'est dit, ok, on va tokeniser nos portefeuilles d'actifs. On va créer un système pré-bancaire et on va envoyer un minimum d'informations aux bourses, ce qui fait qu'on ne sera pas récepteur-transmetteur d'ordre. Donc on ne sera pas une activité régulée. Ouais. Donc on va pouvoir commencer à sortir une plateforme de trading, une plateforme d'investissement qui est basée sur des stablecoins. Donc ok, on a eu l'idée. Et après on s'est dit, en fait, c'est un truc de malade. On peut faire absolument tout ce qu'on veut avec ce système et on peut tout péter. On peut tout péter. Et C'est ça. aujourd'hui, c'est absolument pas une question. Jamais on reviendra en arrière sur évidemment ce système-là. L'ambition, c'est vraiment d'être à terme une vraie banque de la Web3 et de développer vraiment la partie crypto énormément parce qu'aujourd'hui, on fait que des produits, on fait que des futurs sur les cryptos et des CFD sur les cryptos. Donc c'est assez basique, mais on aimerait vraiment faire un exchange, faire des choses. On a vraiment des projets assez Ouais. poussés sur la partie crypto. Et puis et on a aussi un vrai projet sur la DeFi. Mais bon, je ne peux pas trop en parler pour l'instant. Mais voilà. Ok.
Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets. Moi, à chaque fois, j'aime bien poser la dernière question, qui est toujours la question la même. C'est les conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui veulent, bah, en tout cas pour réussir déjà, euh, je sais pas moi, mais vraiment, voilà, quelques conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui veulent se lancer, qui ont plein d'idées, qui sont motivés, etc. pour peut-être pourquoi pas lancer leur propre business ou bah, en tout cas les qualités qu'ils pourraient développer pour réussir en tout cas dans la vie. Bah, moi, j'ai pas trop de conseils à donner parce que je pense qu'il y a vraiment pas de formule, de formule magique. Euh, Moi, ce que je dirais, c'est que il faut être passionné par un domaine et se spécialiser dans un truc, obtenir, enfin voilà, avoir vraiment des connaissances sur quelque chose, mais pas forcément être un expert non plus, mais en tout cas être vraiment passionné et avoir une vraie vision sur un domaine précis. Et après, tout faire pour essayer d'aller au bout. Mais ce qui est sûr, c'est que pour aboutir à un projet euh, avec un niveau de complexité, par exemple, comme moi je l'ai fait, on est quand même sur un gros niveau de complexité. Bon, aujourd'hui, on a abouti, c'est que le début, hein, C'est enfin, je clair. dis ça en toute humilité, hein. On est vraiment qu'au début, au début de la chose. On s'est lancé en live il y a 3 mois et aujourd'hui, on commence à vraiment s'ouvrir au grand public et ça commence à prendre depuis assez récemment. Donc voilà, c'est assez récent. Mais déjà, pour arriver là, pour arriver à aboutir à un produit fini et qui fonctionne et avec un certain niveau de qualité, je pense que bah, c'est dur. Faut Faut de la vraiment. discipline, faut de la discipline, de la rigueur du travail. Enfin, j'imagine qu'il y a plein d'aspects à développer, quoi. Bah, en fait, faut vraiment mettre le cerveau de côté dans le sens où il va y avoir énormément euh, de routes, enfin, comment dire, d'obstacles avant d'arriver là. Et il va falloir les franchir un par un. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour ça, il faut juste être prêt à tout sacrifier en fait. Il faut que ça soit vraiment central dans la vie. C'est pas juste ouais, moi j'ai envie de gagner plein d'argent, je vais monter un business, je vais travailler 30 heures par semaine, je sais pas quoi, Ouais, machin. on entend beaucoup ça. Mais bah ouais, ça on entend tout le temps, mais ça c'est n'importe quoi. Faut arrêter de dire ça, ça m'en fout quoi. Et puis c'est normal en fait, hein. C'est pas. Mm. Après, effectivement, l'argent que tu gagnes, ça va pas être fonction du temps de travail que tu consacres par semaine. C'est pas ça C'est que je ça. dis non plus. C'est pas ça que je dis non plus. Mais si tu veux créer un business en partant de rien et dans un truc assez complexe, après tu peux créer une petite boutique en bas de chez toi. Et encore, déjà, ça va pas être simple, mais mais quand tu crées quelque chose dans la tech. euh, et qu'il y a des vrais C'est encore systèmes plus complexe. derrière, voilà, il va falloir, ouais, enfin, faut être prêt à tout sacrifier, quoi. Faut vraiment que ça soit central. C'est pas juste pour rigoler, ou c'est pas juste sur le côté. Pour moi, et ça, je l'entends beaucoup. Pareil, bon, c'est peut-être ton cas, mais donc le prends pas mal, mais tous les gens qui disent, ouais, moi, je fais des études et en même temps, je crée ma boîte. Ça, pour moi, Ouais, c'est pas. Non, mais après, il y a des trucs où, par exemple, voilà, si tu fais une chaîne de podcast ou une chaîne de médias, tu peux commencer en faisant à côté, et puis quand ça marche, tu dis, OK, tu développes, ouais, c'est etc. ça. Quand tu crées vraiment un projet technologique où tu dois créer un produit, parce que là, Technologique, ouais. quand tu crées un produit, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux pas faire deux choses en même temps. Faut arrêter. Déjà que les gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont 40, 50 ans, qui se mettent à créer le truc, à créer un produit avec toute leur expérience et tout leur savoir-faire, galèrent et pour la plupart n'y arrivent pas. Croire qu'à 20 ans, tu peux, en même temps que tu fais tes études, créer une banque, enfin, ou créer, je sais pas, non, mais faut arrêter, quoi. Enfin, à un moment donné, C'est voilà. sûr. Tu peux pas être boulanger en même temps étudiant le matin. Enfin, je veux dire, c'est soit tu vas Ouais, en cours, voilà, soit tu non, fais le non, pain, quoi. exactement, exactement, quoi. Faut arrêter ça. Enfin, non, mais ce que je veux dire, pour moi, c'est vraiment la méthode. Après, voilà, il y a des trucs plus ou moins compatibles, quoi. Je pense que pour la Mais technologie, bien comme tu sûr, disais, c'est difficile, quoi. voilà. En fait, quand tu crées un business scalable et que du coup, tu as besoin de créer un produit ou un service scalable, en fait, ça, c'est magique parce que si tu y arrives et que ton produit, tu as vraiment un produit de market fit sur ton produit qui a un vrai marché euh, et que ça prend,
ça peut être magique parce que ça peut te rapporter de l'argent, ça peut rapporter beaucoup d'argent de manière un peu, voilà, enfin, tu peux avoir une vraie croissance endogène et heu heu et gagner énormément d'argent, en fait, en ayant toujours la même structure de coût. Enfin, c'est le principe de la de la scalabilité. Mais donc Ouais, ça fait rêver. Mais le problème, c'est qu'avant d'arriver là, faut sacrifier quand même, c'est pas ça. mal d'années généralement, généralement, c'est quand même, pas mal d'années, quoi. Pas mal d'années. Donc bon, voilà. Et puis, c'est vrai qu'il y a toujours la problématique du temps, hein, qui arrive quand tu fais deux choses à la fois, bah, t'es pas à 100% sur chaque, hein. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc, non, mais ça, c'est vrai que je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi, ça va un peu à contre-courant de la société qui est là, ouais, à quand même pousser les gens à toujours faire plusieurs choses à la fois et à euh, vraiment pas forcément se concentrer sur un truc. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et ton mot de la fin, ce serait quoi? Je te laisse conclure. Je, je sais pas parce que je sais pas dans quel sens tu veux que j'aille, mais en tout cas, bon, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi. Et, euh, et puis, le mot de la fin, c'est investissez tôt, par contre. Ouvrez un compte chez Harlequin et investissez facilement et de manière ludique sur les marchés. Ça, c'est un bon, ça, c'est un bon mot de la fin. Voilà, bah, je mettrai le lien en tout cas de ton site dans la description du Yes. podcast. Bah, écoute, c'était aussi un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie pour ta disponibilité. Et puis, bah, vous pouvez retrouver du coup Mathis sur LinkedIn et puis aussi sur Harlequin sur LinkedIn et j'imagine bah, sur le site internet aussi justement pour découvrir un peu, bah, un peu plus en détail justement la plateforme. Bah, écoute, merci beaucoup Mathis et puis à bientôt. Bah, merci à toi. Puis à bientôt. À Salut. bientôt. Salut!